C'est ça le téléphone que je te parlais. C'est quoi? C'est un téléphone. Ah, c'est des torpilles. Ils en ont jeté 10 000. D'ailleurs, ça, c'est un 10 000. moteur de... C'est un moteur d'avion, non? Papy, c'est un moteur de quoi? De péniche. Mais c'est quoi les trucs au-dessus? On dirait un moteur de... Ah, attends. C'est un bunker. Ah, papy, au milieu, c'est un bunker. Ouais, c'est la voiture, on dit que je suis passé juste à côté. Et lui, ils allaient dans les falaises. C'est ce qui reste, niet te geloven. Hier zie je nog wat het is overgebleven. Ja, eigenlijk een beetje jammer is dat de hoogwater is. Ja, ja. Laagwater is hier. Ja, nee, dit is ook wel. Ja, dat is ook heel anders. Ja, ja. Wordt het altijd druk op de skiben? Artificielle. Et nous correspondons tous les commentaires sur les 3 écrans juste au-dessus de ma tête. Ensuite, nous irons vers les vitrines où je vous donnerai plus de détails sur certains éléments du corps. Et 2 films vous seront proposés, un en fond du musée et un à l'étage, un film d'archives sur le corps artificiel. Alors pour débuter la visite, un petit temps très court rappel historique pour replacer dans son contexte l'installation du corps. Alors nous sommes en 1933 et Hitler devient chancelier. Il va rapidement imposer une dictature totalitaire en Allemagne. En 1936, il va s'allier au Japon et à l'idée fasciste. Et dès 1938, son ambition d'envahir l'Europe va devenir claire pour tout le monde, puisqu'il occupe l'Autriche, la Tchécoslovaquie, les Sudètes et la Bohême-Moravie. Le 1er septembre 1939, sans aucune déclaration de guerre, il va envahir la Pologne. Et c'est pour cette raison que 2 jours plus tard, le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne vont déclarer la guerre à l'Allemagne. En 1940, la France est occupée, Paris est occupé. Le général de Gaulle, depuis Londres le 18 juin, va donc appeler tous les Français à résister contre l'occupation allemande et tous les militaires à les rejoindre en Angleterre. Enfin, en 1941, la guerre devient mondiale car les États-Unis sont attaqués par les Japonais et que leur base navale de Pearl Harbor est détruite. Mais à partir du printemps 1942, les événements vont s'accélérer. Roosevelt, Churchill et Staline, les grands dirigeants vont multiplier les rencontres pour élaborer des stratégies contre les Allemands. Et enfin, pendant la conférence de Québec, on est en août 1943, les Alliés vont prendre la décision d'un débarquement en Normandie. Et cette opération du débarquement, c'est l'opération Overlord. Donc le 6 juin 1944, les Alliés vont débarquer sur 5 plages différentes réparties sur 80 km de côte normande. À l'ouest d'Aromanche se trouvent les plages américaines d'Omaha et de Utah. Tandis qu'à l'est se trouve Juneau, en secteur canadien.
ainsi que Sorgue où vont débarquer les Britanniques, ainsi que les 177 derrière français du commando Kiefer. Alors vous pouvez voir sur la carte qu'Arromanches se situe sur Golde, on est donc en secteur britannique. Arromanches est aussi en plein milieu des 80 km de côte du débarquement. Seulement, et ce sera la seule plage, personne ne va débarquer ici à Arromanches. Les Alliés savaient très bien qu'ils voulaient y installer le port artificiel. Il ne devait y avoir ni débris, ni épave sur la plage. Elle devait rester totalement intacte pour l'installation du port. Alors pourquoi créer des ports artificiels, sachant qu'en France il en existe plein des ports, Dieppe, Le Havre, Cherbourg, on n'en citait que 3. Seulement ces ports sont extrêmement bien défendus par les Allemands. Les Allemands savaient très bien que si les Alliés devaient venir un jour, ce serait par les ports. Tout simplement car pour libérer la France et l'Europe, un port c'est vital. Il faut ravitailler les hommes en eau, en nourriture, en matériel, en munitions, etc. Ainsi, ces ports sont de vraies forteresses et les Alliés vont s'y confronter le 19 août 1942. Ils vont tenter de capturer le port de Dieppe. En un mot, ça a été un massacre. Sur plus de 6 000 hommes engagés, majoritairement des Canadiens, il y aura plus de 3 000 pertes. Et dans les pertes, on compte les hommes blessés, disparus, les prisonniers et les morts, bien sûr. Donc à Dieppe, les Alliés vont apprendre une leçon. Puisqu'ils ne peuvent pas capturer un port qui existe déjà, eh bien, ils vont tout simplement en ramener avec eux depuis la Grande-Bretagne. Ils vont ici les assembler et créer ces ports artificiels. Ça n'avait jamais été fait, et cette opération, c'est l'opération Mulberry. Mulberry, c'est un nom de code, c'est un mot pris au hasard, c'est la mule, Deux ports, le Mulberry A, tout d'abord, A pour américain. Le Mulberry A est au niveau de Omaha. Il ne va pratiquement pas servir car il va être détruit par une violente tempête du 19 au 21 juin. Et le Mulberry B pour britannique, il était ici, à Arromanches, et c'est le port dont vous voyez les vestiges aujourd'hui, derrière nous en mer. Alors, les premiers convois sont partis de Grande-Bretagne le soir du 6 juin, une fois qu'on est bien sûr que le débarquement a bien eu lieu. La construction va débuter ici le lendemain, en début d'après-midi, le 7 juin, vers 13h. Alors le premier convoi arrivé, il est constitué de 17 vieux navires marchands, vieux, certes, mais toujours capables de naviguer jusqu'ici par leurs propres moyens. Et une fois arrivés, ces navires vont être coulés, en ligne, sabordés au moyen de béton et de dynamite, dans le but de créer une première digue de protection contre les vagues, un casse-vague, pour que les eaux à l'intérieur du port soient extrêmement calmes. Alors ces navires vont être rejoints par 115 énormes blocs de béton, vous les voyez actuellement à l'écran, les éléments en blanc, ce sont les caissons Phoenix. Ces caissons Phoenix vont être eux aussi coulés, mais cette fois-ci en arc de cercle, depuis la pointe de Tracy qu'on peut apercevoir par la fenêtre, jusqu'au village d'Angel, 3 km à l'est d'ici. Ces caissons vont donc former une seconde digue de protection de l'usure, ce sont les éléments les plus éloignés de nous, aujourd'hui, en mer. Alors une fois installés, les eaux intérieures du port sont extrêmement calmes. En fait, ça ne ressemble plus à la mer, mais à un lac. Les hommes vont pouvoir y travailler, et tranquillement, et y installer les 3 quais de déchargement. Le premier, c'est le plus long, le quai central, 750 mètres. Constitué de 7 plateformes, il permettait de décharger 7 navires à la fois, jusqu'à 110 mètres de long chacun. Ce qui a été relié à la plage par 2 routes flottantes, chacune avec un sens unique d'accès, une pour la montée, une autre pour la descente. Alors il était principalement réservé au débarquement du ravitaillement. Eau, nourriture, vêtements, médicaments, tout ce qui est vital, quotidien, essentiel pour les soldats. Le second quai, c'est le quai Est. Il est utilisé pour le débarquement des troupes, les soldats qui vont arriver en renfort après le débarquement, mais aussi le débarquement de tous les types de véhicules, les jeeps, les ambulances, les motos, les vélos. Mais surtout, c'est le seul capable de supporter le poids des lourds véhicules, comme les grues, les tanks ou encore les bulldozers. Il n'est relié à la plage que par une seule route flottante. Dernier quai, le quai Ouest. Il est utilisé pour le débarquement des munitions et des explosifs. Et tout comme le quai Est, il n'est relié à la plage que par une seule route flottante, tout simplement car tout ce qui était débarqué les navires sur ces 2 quais n'avait pas besoin d'y remonter. Une fois que les munitions arrivaient au front, elles étaient utilisées. Elles ne faisaient pas le chemin en sens inverse. Une seule route était suffisante. Alors vous allez voir une vue aérienne du port tel qu'il était en 1944. Là c'est le quai central et c'est 2 routes flottantes. Les 2 quais latéraux, Est et Ouest. Et dans le fond, vous avez les 115 caissons Phoenix. Bon, le port est d'envergure. Il fait 500 hectares. Maintenant, 500 hectares, c'est pas évident. Nous l'avons donc comparé avec la taille d'un terrain de football. Eh bien, à l'intérieur, on en mettait 700. Le but ici, c'est de reproduire les conditions d'un port en eau. Donc ce port vital indispensable, il est hors de question qu'il soit détruit par les Allemands. Il est donc tout simplement bien défendu.
Tout d'abord, vous avez 150 canons de DCA. La DCA, c'est la défense contre avion. Les canons anti-aériens sont répartis sur les caissons Phoenix. Et ce sont de 48 mm Beaufort qui peuvent tirer 2 obus par seconde, 100 obus minute, à une portée d'altitude jusqu'à 4 km. Vous en avez actuellement un en action sur les écrans. Le second moyen de défense, eh bien, c'est une centaine de ballons de barrage. Alors des ballons gonflés à l'hydrogène, un gaz extrêmement inflammable, explosif. Ces ballons étaient répartis à différentes altitudes dans les nuages. Ils permettaient surtout de tondre de gros câbles en acier reliés aux quais et aux caissons. Ainsi, si un avion ennemi souhaitait attaquer en piqué, donc à très grande vitesse, ou à basse altitude, ses ailes ou ses hélices se seraient pris dans les câbles, et à la moindre petite étincelle en contact avec le gaz hydrogène, bon, l'image bien sûr va parler d'avion. Dernier moyen de défense passif cette fois-ci. Le corps fonctionne ici jour et nuit, 24 heures sur 24, et est donc particulièrement vulnérable la nuit à cause de toutes ces lumières d'activité repérables de loin par les Allemands. Les Alliés vont donc mettre en place ici, chaque nuit, pendant 1 mois et demi, un brouillard artificiel. Donc au moyen de sorte d'immense laverie, ils faisaient bouillir de l'huile. Dedans, ils rajoutaient de l'eau froide. Cela fait une vapeur, une fumée, un brouillard qui est aux Allemands la nuit. Donc comme vous pouvez voir, ce port était très bien défendu et surtout, les Alliés étaient très bien préparés. Est-ce que ça va jusqu'ici? C'est bien clair pour tout le monde? Très bien. On va passer alors au bout de la seconde vitrine. Allez jusqu'au fond. La première vitrine, la deuxième vitrine. N'hésitez pas à aller des deux côtés. Vous pouvez faire 2 rangs sur le côté droit. Je vous ouvre tout de suite. La vitrine devant nous ici, c'est le quai Est, le quai réservé au débarquement des troupes, des soldats ainsi que les véhicules lourds. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des tanks illustrés sur la maquette juste ici. Alors, vous pouvez remarquer sous la route flottante les flotteurs en beige et en gris et en béton vibré. Alors, pourquoi deux types de flotteurs? Excusez-moi. Can you keep your voice down in the museum? Tout ce qui est en gris dans la maquette est en acier, en métal, et tout ce qui est en beige est en béton vibré. C'est du ciment. Alors pourquoi 2 types de flotteurs sous une même route? Eh bien, les flotteurs en acier reposaient sur les fonds rocheux. Ils étaient munis de 4 petites béquilles, et à marée basse, seules les béquilles étaient en contact avec les roches. Lorsque la mer se retirait, ni la route ni le flotteur n'étaient abîmés sur les rochers grâce aux béquilles. Tandis que les flotteurs en béton reposaient sur le sable à marée basse, pas de danger d'être abîmés pour eux sur le sable lorsque la mer se retire. Alors, on a un très bon exemple de flotteur derrière nous. Alors, actuellement, on peut en voir 2, c'est les grandes marées. Les accents interdits de danger sont connus entre eux et ils sont pleins de trous. C'est vraiment 2 petits blocs devant. Vous arrivez à peu près à les apercevoir? À marée basse, on peut en voir une douzaine d'années sur le sable. Les flotteurs que vous regardez, eh bien, ils n'ont jamais été utilisés. Ce sont des flotteurs de secours, des flotteurs de réserve, ici au cas où. Maintenant, un flotteur en béton pèse environ 19 tonnes. Et du béton qui flotte, on est d'accord, ça peut surprendre. Mais tous les éléments du port en béton, comme les flotteurs ici, eh bien, ils étaient vides, creux et imperméables. Ça leur permettait tout simplement de flotter, malgré le fait qu'ils soient très lourds. Il faut imaginer un immense cargo, un immense navire, c'est exactement le même principe, ce n'est juste pas les mêmes matériaux utilisés pour le construire. Alors vous verrez à chaque extrémité des plateformes grises, des pylônes. Vous avez ici aussi. Les Alliés, en arrivant ici, ils ont eu un problème. Je m'explique. À l'époque, les quais étaient fixes, statiques, souvent sur pilotis. Lorsque la mer descendait, les navires se retrouvaient en dessous desquels les hommes ne pouvaient plus décharger. Or, ici, à Romanche, il y a 8 mètres de différence, 8 mètres d'amplitude entre marée haute et marée basse. À marée basse, les navires se retrouvaient tout simplement à 8 mètres en dessous des quais. Il aurait fallu que les Alliés attendent à peu près 6 heures, plusieurs fois par jour, que la mer remonte pour décharger les navires. Vous imaginez bien, les hommes en train de se battre, ils ne peuvent pas attendre 6 heures pour avoir des munitions, du renfort, de l'eau, etc. Ainsi, il a fallu trouver une solution. Et c'est Bruce White, un ingénieur britannique, qui va inventer ce système pas très longtemps avant le débarquement. On est seulement en 1942. Ces pylônes, à chaque extrémité, ils sont très grands, 30 mètres de haut, et ils pèsent 40 tonnes. Ils étaient taillés en pointe, en diamant et alvéolés. Ainsi, ils rentraient profondément dans le sable au fond de la mer. Ça faisait effet ventouse. Puis une fois installé, ça pèse 40 tonnes, mais surtout, ça a de la gravité. Ça ne bougeait plus. L'invention de Bruce White, eh bien, c'est que les quais, les plateformes, coulissaient sur ces pylônes, remontaient lorsque la mer remontait, redescendait,
qu'elle redescendait, hein, a été poussée, tout simplement, tout le système était poussé par la mer lors des marées. Ainsi, grâce à ce système, les navires et les quais sont toujours